Sans surprise, dans un pays frappé par la chute des revenus du pétrole et une inertie politique durable, le Front de Libération Nationale FLN a conservé la place centrale qu'il occupe depuis l'indépendance il y a 55 ans. Il a obtenu 164 sièges sur les 462 de l'Assemblée nationale populaire, la chambre basse du Parlement, a annoncé le ministre de l'Intérieur Nordine Bedoui en présentant les résultats préliminaires au cours d'une conférence de presse. Comme attendu, une majorité d'électeurs ont boudé les urnes, le taux de participation atteignant seulement 38,25% selon le chiffre officiel. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Sedette, avocate agréée à la Cour suprême et au Conseil d'État, enseignante en droit à l'université et secrétaire nationale du RCD chargé des droits de l'homme. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous parler succinctement de votre parcours de militante? Il y a peut-être deux points essentiels qu'on pourrait différencier. Sur le plan d'abord de la carrière professionnelle, vous l'avez si bien cité, je suis avocate de profession, agréée par devant la Cour suprême et le Conseil d'État, mais je suis également enseignante universitaire à la faculté de droit à l'université d'Alger. Ça, c'est en ce qui concerne donc la carrière professionnelle, mais en ce qui concerne maintenant l'aspect militant, c'est engagement. Je pourrais dire succinctement que mon engagement dans la question notamment des droits de l'homme a commencé lorsque j'étais déjà étudiante. D'ailleurs, lorsque j'étais déjà lycéenne et par la suite étudiante, j'étais engagée pour la question des droits de l'homme, pour la question de la justice sociale, pour la question des libertés et pour la question de la démocratie. Et là, j'attirais votre attention qu'en ce qui concerne donc cela, j'étais membre fondateur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. J'ai également été vice-présidente de la section d'Amnesty International en Algérie. Et lorsque j'ai adhéré au parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie, j'ai occupé ce que j'occupe jusqu'à présent, le poste de secrétaire national chargé de la question des droits de l'homme. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, qui avait boycotté les législatives de 2012, a préféré participer à celles du 4 mai 2017. Quelles étaient donc vos motivations? Écoutez, en règle générale, on ne pose pas à un parti politique la question de savoir pourquoi il participerait à un scrutin, quel que soit ce dernier. Le principe de base, c'est qu'un parti politique participe aux élections, que ce soit les élections locales, les élections présidentielles, et également les élections législatives, pour la simple raison qu'un parti, c'est un groupement de personnes avec un objectif, c'est celui d'arriver à exercer la gouvernance, à exercer le pouvoir, mais en arrivant au pouvoir, à gérer les affaires nationales de l'État par la voie pacifique. Donc, la règle de base, c'est que tout parti politique se doit de participer aux élections, quelles que soient ces dernières. Maintenant, il se trouve que parfois, d'une manière extrêmement exceptionnelle, si les conditions ne sont adéquates pour cela, ne sont pas réunis, il arrive qu'un parti décide de boycotter les scrutins, ce qui était le cas pour notre parti en 2012. Mais là, vous l'avez constaté, en ce qui concerne ce scrutin de 2017, l'initiative actuelle, nous étions l'un des premiers partis à avoir annoncé notre participation lors de la réunion de notre Conseil national en octobre 2016. Donc, il y a eu une concertation, il y a eu vote, et il y a eu discussion et la majorité des membres du Conseil national, c'est la structure qui est souveraine entre la tenue des deux congrès du parti, a décidé qu'il fallait qu'on y aille et on est parti, on a participé à ce scrutin. Combien de sièges avez-vous réussi à obtenir lors de ces législatives? Les résultats obtenus jusqu'à présent qui ne sont pas encore définitifs parce qu'on attend la déclaration du Conseil constitutionnel suite à l'examen de l'ensemble des recours qui ont été introduits par devant ces derniers. Donc ça reste des résultats encore provisoires. Nous avons obtenu 9 sièges. Au niveau national. Au niveau national. Les partis de la mouvance démocratique ont obtenu moins de sièges que ce qu'ils espéraient. C'est notamment le cas du plus vieux parti d'opposition, le Front des Forces Socialistes FFS, du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie RCD et du Parti des Travailleurs
pété. Pourquoi selon vous? Écoutez, pour dire le pourquoi, cela mérite une très longue réflexion, cela mérite également une très longue discussion. C'est vrai, nous avons constaté qu'il y a un recul en ce qui concerne le nombre de sièges obtenus par les partis dits de la mouvance démocratique, mais il me semble que la raison essentielle se trouverait en amont. En amont, pourquoi? D'abord, la question qui se pose, est-ce que les élections qui ont été tenues étaient des élections libres et transparentes? Est-ce que les règles du jeu électoral ont été respectées ou non? Et par ailleurs, vous voyez, on oppose très souvent en Algérie, en ce qui concerne la configuration politique du pays, entre la différence entre les partis dits les partis du pouvoir et les partis dits de l'opposition. Il me semble que pour arriver à ce que chaque parti puisse imposer réellement les vrais résultats qu'il aura obtenus et donc une réelle représentativité de ce parti en ce qui concerne la société et les institutions de l'État, il y a d'abord un préalable à respecter et ce préalable, c'est la tenue d'élections libres, transparentes, au respect de la Constitution et des lois de la République. Ce qui n'est pas encore le cas. Dans une déclaration publiée sur le site officiel du RCD, Mohsen Belabès, président du parti, crie à la fraude générale informatisée. Que pouvez-vous nous dire sur cette fraude? Nous ne sommes pas les seuls, il me semble, à avoir déclaré cela. Vous l'avez remarqué, de l'avis de tous, en tout état de cause des acteurs de ce scrutin. Et paradoxalement, même les partis du pouvoir ont crié à la fraude. Nous avons remarqué effectivement qu'il y avait des pratiques plus que douteuses, qu'il y avait un détournement des voix des électeurs, ce que l'on ne peut que déplorer. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, dans la question précédente, pour qu'on puisse dire le pourquoi de la chose, pourquoi un parti aura reculé en ce qui concerne les résultats qu'il avait obtenus auparavant, il faudrait déjà qu'on s'assure d'un préalable essentiel et substantiel. Est-ce que les élections tenues ont été libres, honnêtes et transparentes, ce qui n'est pas le cas. Donc on ne peut pas juger des résultats obtenus par un parti si au préalable cette condition essentielle n'était pas réunie. Par ailleurs, cela me donne l'occasion d'attirer votre attention sur un fait très important, c'est, il me semble, à travers ce qui s'est passé lors de ce dernier scrutin, ça remet en cause le rôle de cette fameuse haute instance indépendante de surveillance des élections. Nous avons remarqué qu'elle a été loin d'être garante de la transparence des élections et elle n'a pas joué le rôle qui lui était imparti de surveiller réellement la manière avec laquelle le processus électoral s'est déroulé. La seule chose que nous avions remarqué, c'est qu'il y a eu saisine de la justice par, il me semble, au moins 130 ou 38 saisines pour obtenir le déclenchement de l'action publique par devant les procureurs de la République compétents en la matière. Nous attendons pour voir. Quand il y a des cas de fraude avérés, des flagrants délits pratiquement, il me semble que la justice se doit de faire son travail. Donc ce qui s'est déroulé actuellement pose deux questions essentielles. Donc le rôle de cette fameuse, comme je l'ai dit, haute instance indépendante de surveillance des élections et également, on verra quel est également le rôle de la justice pénale algérienne en la matière. Dans le communiqué rendu public, votre parti déclare entre autres, je cite, « Malgré la censure des médias publics et parapublics, le collectif des militants du RCD s'est mobilisé avec des candidats pour mener une campagne intense autour du seul programme électoral précis et réaliste mis à la disposition des citoyens dans ce scrutin. À l'occasion de plus de 500 rencontres de proximité et autres meetings et conférences, le RCD a pu confirmer la colère et le désespoir qui habitent les Algériens. Les citoyens algériens sont-ils en rupture définitive avec ce gouvernement selon vous? Écoutez, c'est vrai que nous l'avions souligné dans ce communiqué, nous avions privilégié les rencontres de proximité avec les électeurs, avec les citoyens algériens. À travers toutes les wilayats, nous avons présenté des listes électorales. Et c'est un contact d'une extrême intensité, c'est un contact d'une extrême également importance quand on va vers le citoyen et qu'on discute avec lui de ses problèmes et qu'on lui assure que nous allons être le relais entre lui et les institutions de l'État. Donc là, la chose la plus importante, c'est que lorsque nous sommes partis à la rencontre des citoyens algériens, on n'est pas partis les mains vides. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que l'ensemble des partis qui ont participé à ce scrutin, il y a des partis qui disent « nous sommes là »
pour exécuter le programme du gouvernement, qui reste encore à définir et jusqu'à présent, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas vu un document portant comme intitulé « Programme du gouvernement algérien » ou « Programme du gouvernement du président de la République algérienne ». Donc il y a des partis qui se targuent d'être là pour exécuter ce fameux programme et d'autres qui viennent en se basant sur des promesses tout aussi inconsistantes l'une que l'autre, qui démontrent, si tant est, que les futurs parlementaires ne connaissent pas la différence qu'il y a entre le mandat d'un parlementaire, donc un mandat national au niveau de l'Assemblée populaire nationale, et le mandat d'un élu au niveau des assemblées locales, des assemblées élues, que ce soit l'Assemblée populaire communale ou l'Assemblée populaire de Wilaya. Nous, par contre, on est partis à la rencontre des citoyens sur la base d'un programme électoral que nous avons rédigé dans les 3 langues, que ce soit la langue française, que ce soit les 2 langues officielles de l'État algérien, à savoir l'arabe et le tamazight. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce programme électoral comporte des solutions concrètes aux problèmes que vit le citoyen algérien, que vit le peuple algérien, en ce qui concerne beaucoup de secteurs, que ce soit le secteur administratif, le secteur de la culture, le secteur de la justice, le secteur de l'énergie, le secteur de l'économie, le secteur social, etc. Il suffit de se reporter à ce document que nous avons distribué lors de nos visites de proximité pour comprendre que nous avons un programme électoral d'une part et que nous avons un programme qui n'est pas basé sur des idées farfelues ou sur des promesses creuses que l'on ne pourra jamais tenir, mais sur des questions très très concrètes et qui disent comment apporter la solution aux moult problèmes que vit l'État algérien dans ses différents secteurs. Donc à ce niveau-là, contrairement à ce que l'on peut penser, on est parti dans des endroits où certains partis ont été carrément chassés. On a été très bien accueillis et nous avons constaté également une chose d'une extrême importance, c'est que lorsqu'on va vers l'autre, lorsqu'on va vers le citoyen, c'est un signe de respect que l'on a pour lui et en conséquence de cela, le répondant, c'était la confiance qu'il a mis en nous à travers donc l'accueil qui nous a été réservé et la disponibilité et également l'interactivité si tant est. Maintenant, par la suite, lors du déroulement du scrutin, vous l'avez bien fait de le dire, c'est vrai que nous avons remarqué un divorce total entre la société civile, la population, les citoyens, les électeurs et les gouvernants. Pourquoi ? Là, vous l'avez remarqué, il y a un taux de participation carrément dérisoire, parce que là, il me semble que le chiffre officiel avancé, à savoir 35,37%, c'est un chiffre qui manque de fondement, que ce soit sur le plan purement juridique ou sur le plan matériel. Donc, un taux de participation extrêmement dérisoire, d'une part, donc ça ne peut que nous alerter sur le fait qu'il y a une rupture totale entre l'électeur et ceux qui sont censés être ses représentants dans l'avenir au niveau de cette structure législative. Mais il y a également un autre fait tout à fait inédit et qui est également très important qu'il faudrait qu'on analyse, c'est le nombre extraordinaire et important des bulletins nuls. Lorsqu'il y a un tiers de ceux qui ont quand même daigné s'exprimer, mais le tiers de ceux qui sont exprimés ont exercé un vote nul, cela ne peut qu'alerter. Ça ne veut pas dire que les Algériens ne savent pas voter, ils savent voter, cela va de soi. Donc moi, il me semble qu'à travers ces 3 éléments déjà, un taux de participation plus que dérisoire, un chiffre alarmant de vote nul, également des cas de fraude avérés, tous ces éléments mis ensemble, évidemment, cela ne peut que nous alerter. Pour le moment, le peuple résiste d'une manière passive, en disant je refuse, je ne vais pas voter, ou si je vais voter, je vais mettre un bulletin nul, mais il faudra donner l'intérêt qui se doit à ce phénomène. On ne peut pas le mettre de côté, ça nous alerte en tant que parti politique déjà, et ça devrait également alerter les gouvernants algériens, car cette passivité, pour le moment, ça risquerait de dégénérer en autre chose dans l'avenir. Exactement. Une série de scandales de corruption révélés par la presse, dont les derniers concernant des candidats ayant payé pour figurer sur les listes électorales, a également alimenté la désillusion
des Algériens. Comment qualifieriez-vous tout cela? Écoutez, on ne peut que déplorer ce phénomène. C'est un peu ce qui se passe non seulement au niveau de la manière avec laquelle les listes électorales sont établies. C'est vrai, il y a des personnes dans certains partis, je n'ai pas le droit de citer lesquels par ailleurs, qui auraient acheté leur siège, et des pratiques pour le moins que l'on pourrait qualifier de pratiques mafieuses. La seule chose, bon, on déplore ces événements, c'est clair, mais malheureusement, c'est un peu l'un des ingrédients, l'un des éléments qui fait que le citoyen algérien n'a pas confiance dans les élections et que malheureusement, le citoyen algérien n'a pas confiance dans ses représentants, que ce soit des représentants locaux, que ce soit des représentants nationaux. Lorsqu'on leur dit que le rôle du parlementaire, c'est quand même un rôle d'une extrême importance, il est membre de ce qu'on appelle le pouvoir législatif, il a le droit de légiférer, il a le droit de voter les lois, il a le droit d'examiner la loi, il a le droit d'annuler une loi, etc. Mais en plus, il a une mission d'une extrême importance aussi, il a le droit de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, vous voyez que son rôle est très important, mais lorsque malheureusement il y a des révélations comme celle que vous venez de citer, ça ne peut qu'alimenter la désillusion d'une part et le manque de confiance des citoyens algériens envers ces représentants en disant voilà la manière avec laquelle ces derniers ont réussi à être mis en bonne place dans une liste électorale. Je vous rassure de rechef, n'est-ce pas, si tant est, vous n'avez pas posé la question, que ce genre de pratique n'existe pas au niveau de notre parti. Notre parti, nous avons des critères, nous avons des conditions, et lors de l'établissement des listes électorales, en fonction, on voit si le postulant, si le candidat remplit les conditions émises par le Conseil national, et c'est le seul critère qui a présidé à la confection de nos listes électorales. Les gens sont déçus par la précédente législature de 2012 qui n'a rien accompli. En particulier les jeunes qui ne votent pas, car la coupure entre l'élite et la jeunesse s'est aggravée ces dernières années. Être déçu par la législature, en tout état de cause, on pourrait déduire que c'est sans doute le cas en voyant un petit peu le taux de participation qui est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'une extrême faiblesse. C'est vrai que le segment jeune est d'une extrême importance et nous avons remarqué qu'il y avait une certaine rupture aussi. Lorsqu'on parle de rupture, de manque de confiance entre les citoyens et l'ensemble des scrutins organisés en Algérie, mais particulièrement, ce qui est encore beaucoup plus alarmant, c'est le segment jeune. Il y a un certain désintérêt total en ce qui concerne la chose publique et la chose politique. Ce n'est pas que la politique n'intéresse pas les jeunes, mais il est vrai, nous l'avons remarqué, qu'il y a une certaine désillusion en ce qui concerne cela. Mais là, au lieu de dire que cela relève de la composante de l'Assemblée populaire nationale ou de la composante du Conseil de la Nation, je trouve que c'est une fausse appréciation. Pourquoi il y a une fausse appréciation de ce côté-là? Parce que cette rupture entre la société civile et le politique, ça ne se reflète pas simplement en ce qui concerne le manque de confiance dans la représentativité des citoyens algériens. Non. Bon, il me semble que c'est en amont, c'est beaucoup plus profond que cela. Il me semble que les Algériens ne se retrouvent pas dans l'actuelle gouvernance et que les Algériens ne se retrouvent pas dans le projet de société actuel. Et par ailleurs, en ce qui concerne cette question de projet de société, nous pouvons dire que jusqu'à présent, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, en ce qui concerne ce projet de société, il reste encore à définir. En fait, il n'y a pas un vrai projet de société ouvert sur l'universalité, sur la modernité, sur le respect des droits de l'homme, sur la justice, sur la démocratie et sur les libertés individuelles ou collectives. Bon, il me semble que là où le bas blesse, c'est à ce niveau-là. S'il y avait un projet de société clair, je pense que les citoyens algériens sont tout aussi intéressés par la politique et ils œuvreraient pour arriver à la réalisation de ce dernier. Malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on a versé quelque part dans l'aventurisme et tout a été fait, il ne faut pas se leurrer quand même et dire que le citoyen rejette les élections d'une manière spontanée ou que les citoyens remettent en cause leurs représentants au niveau des assemblées élues ou au niveau de l'Assemblée populaire nationale d'une manière tout à fait spontanée. Moi, je peux dire que tout a été fait depuis le début jusqu'à nos jours pour dévoyer et diaboliser les représentants des citoyens algériens au niveau de l'ensemble des structures. Et c'est ça où le problème se pose.
et il y a un minimum de crédibilité et donc il me semble que ce qui reste à faire est d'une extrême importance, c'est d'arriver à mettre en place des structures et des institutions crédibles et des institutions légitimes. À ce niveau-là, il me semble que le citoyen algérien adhérerait à la chose publique et à la chose politique. Moi, je trouve que, indépendamment du fait qu'il y a un désintérêt du segment jeune, mais en ce qui concerne les résultats de ce scrutin, il faut noter quand même que bizarrement, le taux de représentativité de la femme au niveau de l'Assemblée populaire nationale a reculé. Nous n'avons pas un tiers de femmes. Alors la question reste posée, le pourquoi de la chose. Car les listes électorales, pour leur validité par l'administration, se doivent de respecter les taux exigés par la loi, ce qui a été le cas. Maintenant, malheureusement, nous aboutissons à un résultat en ce que la future Assemblée populaire nationale ne comporte pas un tiers de femmes. Donc là, il y a également un recul alarmant en ce qui concerne la représentativité de la femme au niveau du Parlement. Pour conclure ce débat, je vais reprendre le dernier paragraphe de votre communiqué de presse rendu public dès le 6 mai dernier. Cette ultime fraude rend encore plus aléatoire le principe même du combat démocratique institutionnel et expose la nation à tous les périls dans une séquence historique nationale et internationale des plus incertaines. Les auteurs de cette manœuvre mesurent-ils les conséquences de cette irresponsabilité ? À nous de vous poser la même question, Maître Sedet. Les auteurs de cette manœuvre mesurent-ils les conséquences de cette irresponsabilité? Ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé très grave, voire gravissime, parce qu'on ne peut pas impunément détourner les voix des citoyens, on ne peut pas impunément triturer les résultats d'un scrutin, aussi important, quel que soit le scrutin, il est toujours important, on ne peut pas impunément user de la fraude ou de manœuvres, voire mafieuses, pour asseoir des résultats qui ne reflètent pas la réalité. Donc il y aura forcément des résultats néfastes, et l'un des résultats néfastes, c'est ce fameux divorce entre les citoyens et ses gouvernants. Donc cette rupture entre la société civile et tout ce qui concerne la chose publique. Mais là, la chose politique. Mais là, le plus important, il me semble, c'est que il faudrait qu'on examine avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup d'attention les éléments dont nous avions parlé tout à l'heure. On ne peut pas mettre de côté et ne pas accorder de l'importance au faible taux de participation des citoyens algériens à ce scrutin. On ne peut pas mettre de côté et ne pas accorder de l'importance au fait qu'un tiers quand même de ceux qui sont exprimés, c'était un vote nul. Et on ne peut pas ne pas accorder de l'importance également à l'ensemble des éléments de dépassement et de trafic, si tant est, si je peux dire ainsi, qui ont empreint ce dernier scrutin. Donc là, je le disais tout à l'heure, donc c'est ma réponse à cette question, c'est que là, ce sont des éléments qui nous alertent, qui alertent l'opinion publique, qui alertent tout un chacun de nous, qui sont jaloux de l'avenir de ce pays. Donc pour le moment, c'est une résistance pacifique et passive. Un peu le citoyen dit, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné par ce qui se passe, ça reste passif et pacifique, mais il me semble que les lendemains ne sont pas des lendemains tout à fait optimistes. Et là, la seule chose qui pourrait éventuellement réconcilier le citoyen avec le vote serait que la justice fasse son travail, qu'il y ait quand même des cas de sanctions. La loi existe, on ne demande pas plus que cela, c'est l'application des lois de la République. La loi électorale, il y a des dispositions pénales, il faudra les appliquer. Celui qui a fraudé se doit d'être attrait devant le tribunal, de répondre de ses méfaits et d'être condamné en vertu des dispositions de la loi. Et c'est également l'occasion ou jamais pour cette nouvelle institution quand même constitutionnelle, appelée haute institution de surveillance indépendante en plus de surveiller les élections, de démontrer qu'elle est à la hauteur du rôle qui lui a été imparti par la Constitution algérienne. Sinon, effectivement, des dérives ont été constatées et que ces dérives restent impunies, c'est la porte ouverte à d'autres dérives également que l'on pourrait peut-être plus endiguer. Donc on disait que notre programme électoral était basé sur un slogan d'une extrême importance, comme vous le constatez, un nouveau départ pour l'Algérie. Très bien. Voilà. Maître Sedet, merci de répondre à nos questions. Voulez-vous rajouter quelque chose ? Écoutez, moi, ce que je peux rajouter, c'est qu'un appel aux citoyens algériens de rester mobilisés
pour le combat démocratique, un appel pour les citoyens algériens de dire que nous sommes là pour défendre le pays et pour asseoir les principes de liberté, de justice sociale et de démocratie, parce que contrairement à d'autres, nous n'avons pas un pays de rechange, nous avons une seule Algérie, on se doit de rester chez nous et de nous défendre et de combattre pour qu'il y ait l'établissement d'un état de droit.